messieurs, Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix soit sur vous. Je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui à l'occasion du colloque annuel de l'Union des organisations islamiques de France. Nous avons la tradition, chaque année, durant ce colloque, d'écouter des chercheurs, des experts, des personnalités sur une thématique de société impliquant le fait religieux musulman. Nous venons de passer une année tragique où 2 vagues d'attentats sans précédent ont meurtri nos cœurs et ont bouleversé nos pensées. La gravité de ces événements et leurs conséquences sur notre société demeurent très préoccupantes. Il nous paraît essentiel de mobiliser l'ensemble des forces vives pour prendre de la hauteur, mettre de la perspective face à des phénomènes qui d'un prime abord ne dépassent. La peur est souvent mauvaise conseillère, nous dit-on. Et pourtant, les peurs sont là, fortes, expressives, latentes. La peur de l'avenir, pour être exclu d'une société exigeante, peur d'être exclu d'une société exigeante et dont les formes traditionnelles de socialisation sont en perte de vitesse. Peur de l'autre, de celui qui vit ici, avec nous, mais que l'on trouve différent. Peur de celui qui a fui la guerre et qui frappe à notre porte. Peur de la montée des extrémismes, peur d'une Europe qui se replie sur elle-même dans un monde instable. Face à l'émergence d'un terrorisme international sans autre projet politique que celui de la barbarie et qui attire des jeunes de toute l'Europe, nous devons nous interroger sur les causes profondes qui conduisent ces jeunes gens à vouloir arrêter de vivre en emportant un maximum d'innocents. Il ne faut pas être dans le déni pour mieux combattre et mieux prévenir justement ce dévoiement des textes sacrés et cet amalgame que certains groupes ou groupuscules terroristes veulent créer au sein de nos sociétés. Cette dimension religieuse existe, il ne faut pas la nier pour mieux la combattre. Mais cette dimension religieuse n'est pas la seule des raisons et n'est pas la seule qui peut justifier ou expliquer, plutôt, on ne justifiera jamais ces actes tragiques et horribles, mais peut-être expliquer pour mieux élaborer un programme d'action. Et bien sûr, les autres dimensions sont multiples. Il y a une dimension économique avec un chômage qui frappe les jeunes, qui frappe les quartiers, une dimension sociale avec une rupture familiale que nous avons constatée dans beaucoup de cas de radicalisation avec l'absence de l'autorité parentale et le fait qu'il y ait un certain nombre de lignes rouges ou de lignes de référence qui ne doivent pas être dépassées et qui sont inexistantes pour un certain nombre de jeunes. Il y a une dimension éducative, notamment l'échec de l'éducation nationale sur un certain nombre de cas. Comment peut-on expliquer que des enfants de la République qui sont passés par l'école de la République, qui ont passé des années à user leurs pantalons ou leurs shorts sur les bancs de l'école, au bout de 3-4 clics sur Internet, ils se radicalisent et ils prennent leurs affaires pour rejoindre l'Irak ou la Syrie. Et puis il y a aussi une dimension politique, notamment la politique de la ville, et le Premier ministre a été l'un des premiers à parler de ghettoisation d'un certain nombre de quartiers, voire d'apartheid social qui est pratiqué dans un certain nombre, je dirais, de quartiers. Et bien sûr, face à cette situation-là et à ce contexte-là, la responsabilité des institutions musulmanes, elle est énorme. Il y a bien sûr la responsabilité des institutions, que ce soit le Conseil français du culte musulman au niveau national ou les conseils régionaux du culte musulman au niveau régional, au niveau des départements et des régions. Ils ont un rôle important pour l'accompagnement des enfants. Tout ce qui a été dit m'empêche d'être long. Quelques mots simplement, vous dire combien je n'ai plus maintenant de responsabilité fonctionnelle dans l'Église, étant donné mon grand âge, mais je peux vous dire au nom de l'Église catholique en France que les responsables de notre Église sont tout à fait conscients de l'importance de tout ce que vous faites ici et que nous sommes vraiment avec vous pour que la France
soit vraiment un pays qui digne de ses valeurs. La France, c'est un pays donc laïque. La laïcité, comme l'a dit M. le ministre de l'Intérieur, M. Cazeneuve, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, il le montre, la laïcité n'est pas contre les religions. La laïcité est pour que toutes les religions soient respectées, de même qu'on respecte les non-croyants. Chacun est libre de penser. Et la laïcité, elle implique aussi qu'il y ait une égalité et que les religions soient traitées de la même manière. L'Église catholique est en France depuis des siècles, les juifs aussi depuis longtemps. Les musulmans, il y a toujours eu des musulmans, mais je pense qu'ils sont maintenant présents en France et il est absolument indispensable que les musulmans qui vivent en France soient traités exactement avec la même liberté, égalité que les juifs, les chrétiens, les incroyants. C'est fondamental pour que la France soit vraiment elle-même. Et je pense que M. le ministre de l'Intérieur l'a dit souvent. Et on m'a dit tout à l'heure qu'il y avait des musulmans qui avaient donné leur vie pour la France. Mon frère, qui était officier, a été tué en 1944 dans les combats de la libération. Il était entouré d'officiers et de soldats musulmans et repose dans un cimetière français entouré de musulmans. Nous sommes tous ensemble pour défendre les mêmes valeurs. Alors je crois que de même... Il y a une fonction de ce gouvernement qui joue la fonction, peut-être malgré lui, j'espère que ce n'est pas intentionnel, j'allais dire de représentant marketing de la stratégie de Daesh. Ben bien sûr, vous mettez en scène ce principe de guerre de civilisation. Daesh fonctionne aujourd'hui sur ce que j'appelle le nouveau marché global de la terreur. Il ne fonctionne pas comme Al-Qaïda, qui fonctionnait avec l'idéologie, avec la théologie, d'ailleurs qui visait des gens, qui visait à endoctriner des gens réellement, parce que c'était des gens, déjà des intellectuels ou des gens qui avaient une formation théologique. J'aurais pas dit ce que je dis aujourd'hui si ça avait été pour parler du terrorisme d'Al-Qaïda, c'était très différent, le terrorisme d'Al-Qaïda. Aujourd'hui, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne sur un marché global de la terreur. Pourquoi? Parce que comme on est dans une civilisation globale en réalité, on a une circulation, je parlais du désir d'être, une circulation massive des désirs à l'échelle planétaire. Seulement un individu qui habite dans le Sahel et qui, à travers Facebook, voit vivre un autre individu qui vit sur la 5e avenue à New York, il éprouve des formes de frustration et donc il arrange, il nourrit sa frustration à l'intérieur de groupes qui vont le reconnaître pour construire son identité. Et si il se trouve qu'il y a une mise en scène sociale de l'islam comme étant la religion antisociale, il se sent plus musulman. Et si, à côté de ça, il a un groupe du genre Daesh, qui lui explique que tout ce qu'il a raté, il renverse le sens du cinéma, tout ce qu'il a raté en réalité c'est le signe qu'il ait choisi, c'est pas la peine de l'endoctriner. C'est immédiatement qu'il entre dans le jeu, parce que tous les adolescents qui ont mal construit international et que rencontre tous les pays. Il n'y a pas aujourd'hui un pays qui peut se dire à l'abri de la menace radicaliste ou de la menace terroriste. Et donc, les réponses qui sont apportées sont des réponses qui doivent être intelligemment pensées ensemble. Et comme vous le disiez, Stark, effectivement, la collaboration au niveau sécuritaire, notamment en matière de renseignement, et ça a été le cas pour nous, par exemple, après l'un des attentats les plus spectaculaires que nous avons eu sur notre territoire, qui était l'attentat de Sousse cet été, où c'est de par notre coopération avec certains pays européens, et notamment l'Angleterre, que nous avons pu faire avancer l'enquête et qu'aujourd'hui, il y a des procès qui sont ouverts. Mais malgré les efforts en termes sécuritaires, malgré les efforts en termes même de réponse militaire, et en Tunisie ces réponses sont aussi des réponses militaires, parce que nous partageons deux frontières avec deux pays qui sont des pays frères, mais qui rencontrent eux-mêmes des défis majeurs sur le plan interne. Mais si on ne prend pas ces questions-là sur le plan économique, social, et je dirais même philosophique, eh bien, il ne faut pas espérer avoir des réponses qui soient des réponses efficaces. La radicalisation en Tunisie, c'est quelque chose qui n'apparaît pas, contrairement à ce que disent beaucoup de médias, et notamment de médias français. C'est très drôle cette lecture qu'ont certains médias français de l'épisode révolutionnaire en Tunisie, et notamment de l'ouverture de l'espace politique et de l'apparition de certains acteurs politiques dont les partis à, disons, référence islamique.
Et donc cette radicalisation, elle a fait son nid, justement, dans un contexte d'autoritarisme, qui était la dictature de Ben Ali. Et nous sommes arrivés à cette conclusion, après notamment la transition politique, que c'est l'autoritarisme qui fait le nid de la radicalisation, et que c'est quand il y a moins de droits, moins de liberté, moins d'ouverture, qu'il y a plus de radicalisation, plus de violence et plus de tendance, notamment venant des populations jeunes, des populations les plus fragiles. Les choix, eux, alors pas idéologie, des choix par rapport à certains mouvements religieux. Soyons clairs, hein, je ne vais pas citer par le nom, mais ces sites sont en train de prendre un poids important. Et là, si vous voulez, on retrouve ce thème que je disais de la victimisation, et ce thème de la victimisation, si vous voulez, ça prend un autre relief. Parce que ce sont des gens qui, effectivement, qui développent un certain misérabilisme, qui n'est plus du tout le misérabilisme militant qu'on avait connu, par exemple, je prends moi.com, que je connais bien, qui, effectivement, sont prompts, effectivement, à dénoncer les actes dits islamophobes. Bon, ils le font, mais c'est plutôt, on va dire, dans un sens citoyen. Mais là, on est différent. On dit, vous êtes dans une société, que la laïcité, et là, elle vous condamne. Dans cette société, sachez que vous avez affaire à une idéologie. Alors, la laïcité n'est plus un système, parce que la laïcité, c'est quelques principes juridiques, je ne vais pas m'appesantir sur ce qu'est la laïcité quand même, mais c'est ça au départ. Là, ça devient une idéologie. Ça devient une idéologie. La laïcité est une idéologie qui est là pour, effectivement, poursuivre les musulmans, les empêcher de s'exprimer. Bon, c'est quand même, là, on passe à un stade qui est quand même plus inquiétant, parce que, effectivement, et alors c'est assez curieux, parce que quel est le pays qui est le plus méchant, je veux dire, avec les musulmans? C'est la France. Parce que la France, effectivement, c'est quand même le pays de la laïcité, donc c'est son but premier, c'est effectivement de poursuivre, d'empêcher les musulmans de s'exprimer. Donc vous voyez quand même que c'est déjà ce premier stade de l'exploitation, de l'utilisation du web, c'est quand même ça. Je dirais que le verre est dans le fruit. Hein, après, imaginez que ce qu'un jeune adolescent de 16 ans, moi je peux vous dire, je me rappelle très bien, j'enseigne à l'Institut catholique dans le cadre des diplômes universitaires, et une fille en pleurs qui me dit écoutez, j'en peux plus, elle est voilée. Je me dis mais qu'est-ce qui vous arrive? Eh ben, écoutez, voilà, j'ai l'impression que nous sommes, mais une fille intelligente en plus, hein, très bon niveau, etc. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Eh bien, écoutez, je vois dans les regards des gens dans la rue, mais je dis, attendez, oui, j'écoute régulièrement un site, je lis des lequel, je ne le citerai pas, mais disons un site nettement salafisant, disons le mot. C'est le troisième, quoi. Voilà. Et ben oui, ben la fille, elle m'a expliqué qu'elle avait un sentiment d'oppression profond. Hein, parce que, effectivement, je dis, essayez d'aller voir d'autres sites, essayez vous voyez quand même que, pour répondre à votre question... Alors, à moitié, parce que moi, ma question était surtout sur les journalistes dans les médias mainstream, oui. C'est-à-dire dans la radio publique, France Inter pour ne pas la citer, sur France Télévisions et France 3, oui. Et quelle est l'image que ces médias donc, officiels, publics, envoient aux musulmans d'eux-mêmes. Parce que là, on a traité la partie intra, oui, tout à fait. La partie extérieure, je ne dirais pas extra, puisqu'on est dans le national français en général. Moi, je pense que, implicitement, pas explicitement, puisque c'est un certain nombre de gens expriment des opinions, ils le font. Une espèce d'obsession par rapport à cet objet qu'on appelle l'islam, et ça se traduit dans les faits par une surmédiatisation des problématiques prétendument liées à l'islam, et ceux qui professent cette religion, donc, les Français de confession de culture musulmane, donc d'un côté, peur, entretenue, ou en tout cas maintenue, ou maladroitement professée, et de l'autre côté, évidemment, un sentiment de stigmatisation qui a des conséquences lourdes donc pour les musulmans de France, de confession, de culture. C'est le premier effet, une
une dévalorisation de l'estime du monde profond. Et ça, c'est très inquiétant à terme. Bon. Moi, alors, effectivement, je vous disais que c'est un... Aujourd'hui, on est simplement dans un cycle. Il convient en réalité de remonter dans le passé pour comprendre le rapport de la France à l'altérité arabe et à l'islamité. Et il faut remonter effectivement au Moyen-Âge pour se rendre compte que la perception de l'islam en France est à tout le moins négative. Il ne s'agit pas, en tout cas moi mon travail, celui que j'ai effectué, n'a absolument pas comme objectif de stigmatiser ou de charger la France, mais d'essayer de déconstruire les préjugés. Alors, effectivement, il faut repartir au Moyen-Âge, à une époque où c'est la religion qui domine, hein, on peut parler d'époque théocentrée, avec une prégnance totale du catholicisme, en tout cas du christianisme, et à l'époque, l'image du sarrasin et de Mahomet, elle est absolument négative. Mahomet, c'est le signe annonciateur de l'Antéchrist, et les Sarrasins, c'est typiquement les ministres du diable. Bon, ce sont ces textes-là qui vont être véhiculés en France durant toute la période des croisades. Bon, il y aura une nuance, enfin il y aura des nuances apportées par un très grand clunisien, l'abbé Pierre le Vénérable, qui va tendre la main, et pour ce faire, il va traduire le Coran. On est au XIIe siècle à peu près. Il est absolument convaincu que ce qui est véhiculé en France au sujet des Sarrasins et de Mahomet, on ne parle pas d'islam encore, hein, on parle de culte sarrasin, de culte maonique, etc., mais on ne parle pas d'islam, hein, ce terme apparaîtra bien plus tard. Donc Pierre le Vénérable et d'autres, mais en tout cas